1 mètre 100 ans. Le diamètre, c'est bien 60. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez débattre sur certaines choses sur les arbres, tout à l'heure, il y a une personne tout de suite là, qui m'a demandé si les lumières avaient une influence sur les arbres. Et moi, c'est pas le côté, comment dirais-je, chimique ou de l'arbre, mais lorsque vous allez, enfin moi j'ai remarqué à Nantes en tant que jardinier, lorsque vous passez sur les boulevards, où moi je m'occupais des arbres, des platanes sur les boulevards, vous regardez à l'automne, vous avez un alignement de platanes, et près des lampadaires, eh bien, vous avez les feuilles qui durent bien plus longtemps que près des lampadaires, sur 1 mètre à peu près, autour du lampadaire, de l'éclairage. Les feuilles vont rester plus longtemps sur l'arbre, elles vont rester vertes plus longtemps et vont tomber bien après les autres. C'est veut dire qu'il y a une influence de la lumière sur la physiologie de l'arbre. Alors après, par rapport à la lumière, il faut être très clair. L'énergie du soleil, vous ne pouvez pas regarder le soleil en face. L'énergie du soleil, elle est fabuleuse, elle est puissante. Donc rien ne remplacera jamais le soleil pour les plantes. Le peu de lumière, on met une lumière dans une grotte, on a des toutes petites mousses qui vont mettre des années à pousser. Mais de fait, ça a sans doute une petite influence, mais l'influence la plus importante, c'est la lumière. Et vous savez pourquoi les feuilles des arbres sont vertes? Non, la chlorophylle, non, c'est pas... la chlorophylle, ça a une raison d'être dans l'histoire. Mais non, pourquoi les feuilles des arbres nous apparaissent vertes? Ça absorbe une longueur d'onde plus énergétique. Ça absorbe une longueur d'onde énergétique. C'est-à-dire que dans le rayon solaire, quand les photons débarquent, eh bien, les photons qui sont dans les rouges, les bleus, ils sont très énergétiques. Le photon vert, il est pas très énergétique, donc il n'intéresse pas la plante, il vous le renvoie. En fait, c'est la partie de la lumière qui n'intéresse pas la plante, donc elle nous le reflète. Donc si les plantes apparaissent vertes, c'est parce que le photon qui amène cette couleur-là n'est pas énergétique pour la plante. Alors ça, c'est la version d'un scientifique. Moi, vous allez avoir la version d'un jardinier. Alors, les chrysanthèmes, ben, ils fleurissent à l'automne. Et ben moi, si je veux des chrysanthèmes fleuris au mois de janvier, février, ben, j'aurai tout ce que je veux. C'est ce que font les spécialistes pour avoir des fleurs toute l'année. Ils influencent les plantes par la lumière, par la longueur du jour. Ah oui. Voilà. Et donc les plantes, par exemple le chrysanthème fleurit à l'automne, eh ben, on va occulter petit à petit, on va mettre des poches noires sur les serres ou des trucs comme ça où il y a des chrysanthèmes, et on va faire ça en plein été ou au printemps, et les chrysanthèmes vont se voir arriver à l'automne, et puis ils vont se mettre à fleurir. Donc on peut influencer les plantes, comme vous disiez, une plante, un arbre, une plante, on peut influencer une plante par la lumière. Par contre, l'énergie, vraiment l'énergie vitale, c'est celle du soleil. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que nous aussi, il faudra qu'on s'y mette un jour à capter cette énergie du soleil. Pour éviter de prendre du gaz. Ou du pétrole américain. Ou du pétrole américain. Le schiste, c'est bien de schiste. Du gaz de schiste. On s'en sert de la lumière, nous, parce que ça nous fait du bien. Quand on n'a pas de soleil pendant quelques temps, on est moins heureux, on va dire. Alors, autre chose? Une question, Paul, du coup, tu nous as expliqué que les graminées pourraient prendre le pas à terme sur les arbres. J'avais dit ça une fois. Ouais, et je sais pas s'il y a une réactualisation, si tu as envie de passer d'autres choses. En fait, ça c'était, vous allez au Futuroscope, ils essaient d'imaginer la vie dans 220 millions d'années, on en reparlera. Et en fait, d'après l'évolution, d'après ce qui est mis en œuvre par les plantes, sans doute que les plantes les plus performantes sont dans la famille des graminées, les poacées. Et d'ailleurs, il suffit de mettre une dactyle agglomérée à côté d'un chêne, et bien peut-être que la dactyle agglomérée va prendre toute la lumière et la petite plantule de chêne va disparaître.
Donc en fait, parce qu'en fait, les graminées, les poacées, comme beaucoup de monocotylédones, comme le bambou, etc., en fait, ils mettent toute leur énergie dans leur croissance, avec leur méritème primaire dans leur croissance. Donc ils arrivent les premiers à la lumière, et c'est les premiers qui arrivent à la lumière qui vont gagner quelque part. Mais après ça, ça c'est l'évolution naturelle quelque part. Enfin, c'est une évocation, enfin c'est une supposition d'évolution naturelle. Maintenant, on peut partir d'un autre principe. Là, si je vois, par exemple, nous, dans nos pays, s'il n'y avait pas la sylviculture et le besoin de bois de conifères pour les bois de construction, entre autres pour le bois de charpente et compagnie, puisque les conifères font un bois relativement léger, une densité autour de 0,5. Le chêne, ça va être autour pour des poutres, soit autour de 0,8. Donc le bois de conifères nous intéresse. Donc on a planté des conifères en plaine. S'il n'y avait pas eu les forestiers, les conifères ils seraient en haut des montagnes ou en Sibérie ou en Scandinavie. Mais donc de fait, les conifères par exemple, tous ceux que vous voyez autour de vous, les cèdres, les cyprès, c'est que des plantations, c'est d'origine humaine. Si on avait laissé faire la nature, les feuillus, les angiospermes, les arbres à fleurs avaient gagné depuis longtemps. Donc on a changé la donne. Donc notre passage sur Terre, peut-être que du fait de notre passage sur Terre, ce n'est pas les poacées qui vont gagner, encore que ça on n'en sait rien du tout, mais on en parlera dans 220 000 années. Donc oui, en fait, le premier, c'est ceux qui accèdent à la lumière qui s'en sortent le mieux chez les plantes. C'est vrai pour toutes les plantes. J'ai lu une fois sur un phénomène de la timidité des cimes, c'est-à-dire que les arbres ne vont pas s'entrelacer avec les autres. Est-ce que vous pouvez en expliquer un petit peu plus en fait, de toute façon, comme l'arbre est en quête de lumière, à partir du moment qu'il approche sa voisin, la lumière arrive moins de ce côté-là, d'objectivement. Donc, fatalement, l'arbre il va être amené à arrêter sa croissance de ce côté-là, parce que, enfin, il peut être amené à arrêter sa croissance de ce côté-là, parce que la lumière, elle est prise par le voisin. Alors, dans une même espèce, alors souvent quand on parle de timidité, c'est quand on est dans une même espèce d'arbre, et où de fait, dans une même espèce, il va y avoir sans doute un ressenti que l'arbre qui est en face, elle est très proche génétiquement. Enfin, c'est comme deux mêmes branches sur un même arbre, sans doute qui reconnaissent quelque chose d'un arbre qui est de la même espèce. Mais après, ça dépend des espèces. Il y en a qui le font très bien, cette espèce de timidité, cette distance. Mais de toute façon, si tu mets des branches... Ça serait que la lumière qui serait le facteur prépondérant. Il n'y a pas des mixages chimiques les messages chimiques pour ça. Là, il y a de la controverse. Là-dessus, il y a beaucoup de controverses. Par exemple, quand on dit... le fameux... Sur les messages chimiques, souvent l'exemple qui est pris, c'est celui des antilopes là, en Afrique du Sud, où il y a un propriétaire qui va fermer un territoire. Les antilopes qui avaient l'habitude d'aller grignoter des feuilles d'acacia parce qu'il n'y a pas d'herbe à la saison sèche, eh bien, les antilopes remontaient le vent. Parce qu'en fait, un acacia qui est brouté, il va avoir quelques feuilles qui vont être broutées, puis après il va réagir et assez rapidement produire des tanins, se rendre non comestibles. Et donc les antilopes vont aller plus loin, manger, et tant qu'ils pouvaient remonter le vent, parce qu'en fait, pour ça, l'acacia, il produit, à ce moment-là, quand il est agressé, il va produire une molécule d'éthylène, qu'on appelle, et l'éthylène, c'est pour avertir les feuilles de ses propres rameaux, mais en même temps ça part avec le vent et ça donne l'information au voisin, donc le voisin il en tient compte. Alors est-ce que c'est volontaire de la part de l'arbre? Non, ça on n'en sait rien, on peut le dire, mais de fait c'est tout simplement l'action du vent, l'arbre qui se destinait des molécules, pof, il les repasse à son voisin. Alors après, si tu fermes le parc, les antilopes à bout d'un moment elles ne peuvent plus aller bouffer les feuilles plus loin, donc ils reviennent manger les quelques feuilles qui restent à manger, elles sont bourrées de tanins, donc elles sont empoisonnées. Les tanins c'est un poison, hein. Le tanin c'est juste pour être évité. C'est un poison, c'est des phénols, et si d'ailleurs, pour donner un bon exemple, des tanins, si je prends les fruits, je prends le poirier, vous connaissez bien le poirier, si vous aimez les poires, eh bien, le poirier fait un fruit, hein, quand sa fleur
hermaphrodite est fécondé, et il va se faire une poire. Et dans cette poire, dans le fruit, il va y avoir des graines. Tant que les graines ne sont pas prêtes à partir pour le grand voyage, pour aller mettre en place une plantule au soleil, eh bien l'arbre il fait en sorte que dans son fruit, il va y mettre des tanins. Il va rendre le fruit non comestible. Car si vous mangez une poire verte, eh bien ça va vous resserrer les petites cellules des papilles. Et dire si on mangeait plein de poires vertes, ça pourrait n'arriver que pour les antilopes. On pourrait avoir des étouffements, voire des diarrhées gigantesques, et du fait des phénols, des polyphénols. Et donc, tant que le fruit n'est pas mature, l'arbre il fait en sorte que son fruit n'est pas comestible. À partir du moment que sa graine est prête pour le voyage, eh bien, il va produire beaucoup de sucre. Les sucres vont inhiber les tanins, parce que les tanins vont sauter sur les sucres, et donc ils vont perdre toute nocivité. Et ces sucres vont rendre le fruit appétissant. En plus, ils vont donner des couleurs, des odeurs. Et là, parce que l'arbre, il veut que sa graine parte en voyage, pour qu'elle ne tombe pas à son pied. Alors, dans le temps, ça devait fonctionner. On mangeait la poire et on allait faire nos besoins un peu plus loin, et les graines avec un peu de fumure. Alors maintenant, avec tous les systèmes modernes, je ne sais plus si ça marche. Mais, ou alors, il fallait faire caca dans le champ du voisin. Ça, il risque d'avoir des problèmes de voisinage. Avec le compostage. Bah, de fait, par le compost, dans le compost, souvent il y a plein de choses qui poussent. Ah bah oui. Oui, tout à fait. C'est un peu mieux. Oui, bah, avec des toilettes sèches, etc., éventuellement, ça peut fonctionner. Mais tout ça pour dire que les arbres, ils jouent, on voit les grands chimistes, ils jouent là-dessus sur la chimie. Donc leurs fruits sont pas... Il y a beaucoup de fruits qu'on peut manger que très mûrs ou blettes. Vous prenez le fruit du cormier, c'est pareil, s'il n'est pas blette, le fruit du néflier. Donc l'arbre, il ne le libère que lorsque la graine est prête à développer une plantule. Vous avez répondu à ta question, toi? C'est des graminées. Ah oui, les graminées. Mais ça, on en reparlera dans longtemps. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez du sapin de Noël. Parce que moi, chez moi, j'aime bien avoir un arbre. Mais j'ai de plus en plus de pression dans mon entourage pour supprimer ce sapin de Noël. C'est un arbre mort qu'on met chez nous, etc. On le cultive, ça épuise les sols. On va mettre un arbre en bois, etc. Alors je voudrais savoir ce que vous en pensez. Que je puisse avoir des arguments ou pas. On en a jamais parlé tous les deux, là. Je suis curieux de savoir ce qu'il en pense André, et je vais dire ce que j'en pense. Vous mangez des poulets ou des lapins élevés pour ça, le sapin de Noël c'était pareil. Donc ça se mange pas. C'est élevé, les sapins de Noël ils sont élevés que pour faire des sapins de Noël. Par contre, si vous avez un sapin de Noël et que vous avez été coupé dans une forêt, ça c'est pas bien. Non. Mais ceux qu'on a qui sont dans les magasins partout, ce sont des trucs qui sont cultivés, c'est comme ils sont faits pour. Hein. C'est comme toutes les cultures. Si vous aimez le bon vin, il faut savoir que la vigne, qui est une liane, on passe son temps à la massacrer, à la traiter en bonsaï pour qu'elle produise le maximum de raisins pour qu'on ait notre pinard à boire. Mais non, c'est terrible ça. La vigne, c'est une liane, elle voudrait grimper, se balader, emmener ses fleurs très haut dans la canopée. Donc, je veux dire, c'est tout le problème de la culture. Et après, tout le monde mange tout le monde. Il faut juste être raisonnable. Et puis quant au sapin, non. Tout dépend comment la culture est faite. C'est vrai que ça peut se discuter. Maintenant, si celui qui a planté les sapins pour les vendre, il n'a pas bourré son terrain de produits chimiques, s'il a fait ça bien, si le sapin après est recyclé, ça c'est de la culture, comme la un arbre de Noël avec des racines. Les forêts qui sont mises en place actuellement, je dirais, on a une publicité. Ah oui, oui. Sur un petit carré. Les mini big forêt. Je ne savais pas quelles étaient les arbres. C'est à la mode. Ça c'est de la com. Ça c'est de la com. C'est marrant parce que sur la région, si vous avez, il y a même des communes qui se sont lancées là-dedans, même des communes respectables. Ceci dit, il y a un tel besoin
il y a une telle inquiétude chez les habitants, un tel besoin d'arbres, qui est légitime quelque part, et qui sans arbres on ne respire pas, c'est qu'on voudrait tellement avoir des forêts, alors, surtout des forêts primaires, mais quelque part, il y a les mini-big forêts, il y a une part de mensonge. Dans le sens où quand sur 300 mètres carrés, on va planter 300 arbres, et on va dire il faut du chêne Cécile, de l'Alizé terminale et de la bourdaine. D'une part, on dit ça sans tenir compte des sols, puisqu'ils mettent partout les mêmes arbres, et on ne tient pas compte des sols, alors qu'il y a des labourdaines, elle aime certains sols, l'Alizé d'autres, chêne Cécile n'est pas trop difficile, mais quand même, toujours est-il que 300 mètres carrés, si on laisse faire un vieux chêne Cécile bien installé, etc., il les prend. Donc, ce que je veux dire, l'arbre qui va dominer va trucider tous les autres. Et puis c'est la négation du temps. On dit qu'au bout de 3 ans, on a un résultat. Si vous voulez discuter avec Francis Allais sur les forêts primaires, lui dit qu'il faut 7 à 800 ans pour établir une forêt, pour établir tous les cycles de la forêt. Parce que la forêt, ça commence par les pionniers, comme les bouleaux, les aules, les saules. Après, ça va continuer par les arbres de mi-temps, hein, comme les charmes, les chênes, etc. Et ça va finir par les arbres qui vont durer le plus longtemps, hein, comme certains châtaigniers, les ifs, etc. Bon. Ce que je veux dire, chaque arbre a sa petite niche. Hein, mais de fait, une forêt, c'est une succession de types d'arbres qui vont se succéder. Enfin, donc, et c'est sur des... Le drame d'aujourd'hui, c'est de vouloir tout de suite et de nier le temps. Nous, on est dans l'espace, mais l'arbre, il est dans le temps. Il est dans le temps long. Mais nous, dans l'espace, on s'agite, et puis on voudrait tout de suite. Non, c'est vrai que pour... Moi, je me rappelle toujours, c'est à Eric, je crois, Eric. Je croise un jour un fermier qui avait arasé toutes ses haies. Et entre autres, pour le loin de sa maison, il y avait un chêne gros comme ça qui devait avoir 200 ans. Il avait tout coupé. J'ai dit, il me dit, non, t'inquiète pas, viens voir. Il m'emmène derrière la ferme, il y avait un tas de sable, il y avait plein de sillons dedans. Bon, la chambre d'agriculture lui avait payé, je sais pas, des centaines d'arbres. Il y avait des cormiers, des machins, des gros comme mon doigt. Mais j'ai dit, mais t'as vu, t'as coupé l'arbre là qui a 250 ans. Et mais là, il faudrait que tu reviennes dans 200 ans pour voir dans quel état elle va être ta haie. C'est là... Alors après, il dit oui, mais les haies n'étaient pas à la bonne place. J'ai l'impression que ceux qui plantent des forêts comme ça, en plus ils plantent ça dans des endroits où s'il n'y a pas d'arbres, c'est parce que la terre n'était pas bonne. Souvent dans des friches, comme ça, en dessous c'est de la merde, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Au bout de 15-20 ans, les arbres vont végéter et puis ils ne vont jamais arriver à 100 ans. Plutôt dans des espaces, dans des vallées, comme ça, où ils sont poussés naturellement. Mais c'est peut-être un peu aussi pour se dire, ah ben j'ai fait quelque chose pour la voiture. Pour la voiture, pour la nature. Pour la nature. Par contre, si on fait quelque chose pour la nature, et bien qu'ils prennent pour la voiture pour faire 500 mètres ou 200 mètres pour chercher du pain. Ça sera plus utile que de planter un arbre. De toute façon, tu n'auras pas d'avenir. Faire une espace comme ça, tu n'auras pas d'avenir. Parce qu'en ville, c'est pas évident. Il vaut mieux protéger ce qu'il y a, comme disait Francis Allais. Quand vous avez des vieux arbres et tout ça, avec toute la vie qui est autour, avec tous les insectes, les animaux qui vivent dedans, lorsque vous plantez une mini-big forêt, il faut attendre 50 ans pour qu'il y ait vraiment une vie intéressante. Et est-ce que dans 50 ans, ils seront encore là? C'est pas sûr. Non, alors, si vous gardez un vieux bois comme ça, vous gagnez 50 ans. Vous gagnez 2 générations. Puis après, il y a une chose qui est évidente. L'essence, si on veut que la nature s'en sorte au mieux, et nous avec, il faudrait laisser la nature faire. Il faut que les arbres puissent se semer eux-mêmes. Les glands que va trimballer le jet, ou tous les graines qui vont les disséminer, hein, et c'est des plantes qui vont choisir le lieu où elles vont s'implanter, et elles vont s'enraciner comme il faut, et c'est ces plantes-là qui vont être le plus durables. La meilleure des solutions, c'est la régénération naturelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planter, parce que des fois il faut aider la nature, ou il faut faire de la culture, etc. Mais la régénération naturelle, c'est pour ça dire faire une mini-big forêt, à la limite, la mairie qui dirait, bon voilà, j'ai un champ, j'ai 1 hectare de champ, eh bien je fais en sorte qu'on ne fait plus rien. Ben, revenez voir 10 ans après, vous allez avoir
des bouleaux, des chênes, des merisiers, ils vont tous en revenir si on laisse faire. Mais il faut juste être patient. Le problème, c'est pour ça que c'est de la com, les mini-forêts. C'est dans 3 ans, vous avez une forêt. Ça n'a pas de sens. Maintenant, c'est mieux ça, c'est mieux que de construire une centrale Décathlon là. Ce que je veux dire, c'est ça. Souvent, les mairies sont un peu piégées. Vaut mieux à la limite faire une mini-big forêt que de mettre un parking à voiture, enfin, je veux dire, paradoxalement. Et puis quelque part, par exemple, je reviens dans ma rue, moi qui suis jardinier, maintenant il n'y a plus de désherbement, il y a des arbres plus en ville. Et bien dans ma rue, il y a les mini-big forêts, hein, parce qu'il y a tous les arbres de Juillet, il y a un peu plus loin les arbres de Juillet qui poussent, il y a des palmiers, il y a de l'élante, l'onduleur, lui il pousse partout. Vous avez les polovnia qui aussi germent. Vous avez vu des budléas, un beau papillon, souvent qui poussent dans des coins de murs, les bouleaux, ça pousse partout. Vous laissez une rue sans rien faire pendant 10 ans, vous aurez plein d'arbres tout le long de la rue. Hein. Entre tous les interstices entre les bordures et tout ça, vous ne pas d'arbres tout seul. Ah oui, tous les macadams vont être soulevés, disparaître. Mais après, c'est là qu'il faut on est obligé de réfléchir, prendre un peu de recul. C'est qu'on met, alors surtout en ville, on met un tel bazar que la régénération naturelle, ça ne suffit pas. On est obligé d'accompagner le bazar qu'on a fait. C'est comme pour le réchauffement climatique. Actuellement, si on laisse le chêne pédonculé tout seul face au... Là, en ce moment, le chêne pédonculé, c'est l'essence principale pratiquement en France, souffre terriblement, entre autres des canicules, des ruptures de colonnes d'eau, etc. Eh bien, si on ne fait rien, c'est pas sûr qu'il ait le temps. Traditionnellement, le chêne pédonculé, grâce au jet, aux glands qui sont trimballés, il arrivait à remonter de 50 mètres par an, etc. Mais là, il faudrait qu'il remonte de 500 km. Donc là, en ce moment, il y a des forestiers, à juste titre, qui essayent d'anticiper en disant eh bien, on a mis un tel bazar qu'il va falloir aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi planter. Encore que maintenant, ceux qui font. Il y a des choses très intelligentes qui se font. C'est-à-dire qu'ils vont récolter des graines. Parmi il y en a qui vont récolter des graines sur les cèdres qui sont en Provence et qui vont les planter dans les Vosges, parce que dans les Vosges, par exemple, les sapins pékiniers sont décimés par les canicules aussi. Donc, je veux dire, là, on accompagne le bazar qu'on a fait. Mais c'est pour ça que dire on ne fait plus rien, il faut aussi être interventionniste vu le bazar qu'on a fait. Si on laisse faire les budléas, les élantes, il y a un certain nombre d'arbres qu'on a introduits chez nous qui vont prendre toute la place. Et les arbres indigènes vont dépérir. Donc on a une grosse problématique, c'est à la fois il faut laisser la régénération naturelle, et à la fois il faut accompagner le désordre qu'on a mis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là on est dans un grand bazar. Maintenant on fait partie de la nature, avec tous nos... On est capable du meilleur comme du pire. Quels seront les arbres du XXIe siècle alors sur fond de réchauffement climatique? Si tu te promènes, alors là faut faire, tu vas en Vendée, tu vas sur le littoral, tu vas à Fromentine remonter. Moi quand j'étais petit, j'allais camper avec mes parents là-bas, et il y avait une forêt de pins maritimes. Va voir la forêt de pins maritimes aujourd'hui. En sous-bois, c'est tout des chênes verts. Il y a des milliers de chênes verts. Et le chêne vert, lui, avec le changement climatique, il en profite. C'est-à-dire que lui, il retrouve le climat méditerranéen en Vendée, il est très content. Donc, et le chêne vert, c'est un arbre ombrageux. Et autant le chêne vert, le pin maritime, lui, il laisse passer la lumière. Donc au pied du pin maritime, le chêne vert, il va avoir une croissance sans souci. Par contre, les petites plantules du pin maritime, à l'ombre du chêne vert, ils vont dépérir. Donc si on ne fait rien, par exemple là, sur toute la forêt de pin maritime, si l'ONF ne fait rien, ça sera une forêt de chêne vert dans 50 ans. Chez moi, à Saint-Herblain, en prévision de changement climatique, le sous-bord du tramway, ils ont planté plein de chênes verts. Et bien, il faut voir les chênes verts, les gars. Ça pousse comme la pelouse. Par endroit, quand les jardiniers viennent tondre la pelouse, ils ne tondent pas la pelouse, ils tondent des chênes verts. Donc l'évolution, oui, ça va bouger. Et les plantes, la nature va avoir de vie, les plantes vont s'installer. Mais il y aura de toute façon un bouleversement. Alors, sans doute que par exemple le chêne vert va mieux survivre que le chêne pédonculé. Par contre, ça change complètement la donne.
que 40% de la surface forestière, c'était des chênes pédonculés. Ça change la donne. Les sapins dans les Vosges, en ce moment, souffrent terriblement. Oui, la forêt des Landes aussi, je crois, est en souffrance également. Alors après, il n'est pas dit, c'est pour ça qu'il faut favoriser la régénération naturelle, il n'est pas dit, enfin les plantes, à partir du moment qu'elles surgissent de graines, etc., à partir du moment, la graine c'est un être nouveau parmi la plante, c'est un nouvel arbre qui a jamais existé, et les plantes qui naissent issues de graines vont s'adapter plus, ils vont avoir un pouvoir d'adaptation qui vont peut-être nous surprendre, mais ça se voit sur le long terme. Et puis toutes les plantes ne vont pas s'en sortir. Le robinier, par contre, qui nous vient d'Amérique du Nord, qui a été introduit en 1601, le robinier, qui est une fabacée, donc il y a une alliance avec Rhizobium, la bactérie qui lui permet de capter l'azote, et bien le robinier, en ce moment, c'est un invasif. Alors pour notre chance, il fait un très bon bois, imputrescible. Si vous voulez mettre quelque chose dans votre jardin pour remplacer les arbres de forêt primaire, des tecs, il n'est pas mieux que le robinier. Alors là aussi, il va falloir s'adapter. Le robinier, il s'est installé, c'est nous qui l'avons emmené, il s'est installé, on fait un très bon miel, enfin, les apiculteurs font un très bon miel avec le robinier, son bois est très intéressant. Maintenant, si on met le robinier et le chêne pédonculé, le robinier gagne. Alors il y a des plantes qui ont été introduites et qui, par exemple, quand on va, si vous allez sur les îles, toute la côte ouest, vous avez plein de conifères, vous avez des cupressus de Monterey, vous avez plein de cupressus macrocarpar partout. Vous avez du pin radiata qui arrive pareil de Californie, vous allez dans les îles, Lisieux, tout ça, toute la côte là. Vous avez de ces arbres là partout. Par contre, lorsque ce sont des arbres qui ont du mal à se multiplier par graines, ils ne vont pas être envahissants. Mais en comparaison du chêne vert, comme le disait Paul, où là c'est par graines et là ça envahit tout autour, quoi. Par exemple, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, dans les marchands de plantes, on trouve des eucalyptus, des oliviers. Bon, l'eucalyptus et l'olivier ne se multiplient pas naturellement par semis, donc il n'y a pas, à part ceux qui sont plantés, il n'y a pas d'envahissement, quoi. Mais si vous avez une plante qui se sème naturellement en remontant avec le réchauffement climatique, ça va tout envahir. Mais ça peut être bien. Par contre, l'olivier qu'on remonte précipitamment, le jour où puisqu'il y aura un coup de froid à moins 12, ils vont tous disparaître. Après, c'est au niveau des insectes et de toute la faune qu'il y a autour qui doit s'adapter, parce que le chêne pédonculé a, par exemple, un insecte précis qui vit autour, et peut-être que c'est pas le même pour les chênes verts, et du coup ça change la donne. Complètement, oui, c'est comme il y a plein de plantes introduites qui n'ont pas de prédateurs, enfin, c'est comme les animaux introduits. C'est comme le ragondin, il n'a pas de prédateur, il pourra y faire. Mais oui, c'est tous les déséquilibres. Alors après, là aussi, sur le long terme, ça va se rééquilibrer. À la limite, les humains, quand ils vont disparaître, la Terre continuera à tourner. Hein. Et les plantes, ils nous survivront sans souci. D'ailleurs, le grand souci actuellement, c'est pas le devenir des plantes. C'est que nous, on est assis sur une branche et on scie du côté du tronc. C'est pas prudent. Il reste 1 centimètre. Et il reste 1 centimètre. Le problème, il est pour nous. Et alors, par contre, tout le problème est pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. C'est clair qu'il est plus qu'urgent d'être plus prudent. Il faut fabriquer des parachutes. Comment ? Il faut fabriquer des parachutes pour tomber de la branche. Mais après, on est capable du meilleur comme du pire, donc il y a des choses qui se font qui sont bien aujourd'hui. Enfin, par contre, l'autre jour, j'étais sur l'île de Bas, il y a le jardin colonial. Il y a un jardin avec il y avait un endroit de zone un peu préservé. Et la dernière fois que j'ai été, je voyais il y a plein de petits jeunes qui enlevaient tous les feuilles, ils enlevaient tout ce qu'il y avait au pied des arbres, et on ne voyait plus que la terre. Puis du coup, je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Ah ben, on nous a dit de faire ça parce que les gens ont dit que c'était ça le trou. Ces années-là, c'était 2-3 ans on a fait. Ce que je veux dire, là il y a un travail de prise de conscience que la nature, enfin, tout ce qui tombe des arbres, ça permet de régénérer les sols. Enfin, faut arrêter, enfin, la notion de propre n'a pas de sens. C'est dégoûtant. Ça se entend beaucoup sur aujourd'hui. Comment on désherbe
les jardins, nos parterres sont moins beaux qu'ils étaient par le passé, où c'était avec les plantes qui étaient artificialisées, qui étaient replantées régulièrement. Et moi j'entends régulièrement des gens à la chapelle se plaindre que les parterres c'est pas beau. Mais ils sont gérés sur des plantes maintenant pluriannuelles, donc mais les gens critiquent le fait que c'est pas assez propre, c'est pas assez oui, mais ça, alors là, ça c'est une autre catastrophe. Moi je vais à Saint-Terme, là, ils ont refait dans mon quartier, et ils ont fait un appel d'offres, ils ont replanté, et il fallait mettre des plantes les plus couvrantes, parce que les gens ne veulent pas les mauvaises herbes. Et en fait, je me suis aperçu que les plantes qui ont été plantées, c'est toutes des plantes d'extérieur du Mexique. La Gardia, enfin, vous allez voir toutes les villes, la Gardia, les ébés, il y a plein de nouvelles plantes qui viennent d'ailleurs. Alors en plus, on nous met un hôtel à insectes. Et on met des plantes pour lesquelles les insectes ne sont pas habitués. Moi, on m'a mis un hôtel insecte à un endroit, et à l'endroit de là où on a mis l'hôtel insecte, ils ont planté plein de jonquilles. Sauf que quand les jonquilles apparaissent, les insectes n'ont pas encore pointé leur nez. Et après, ils arrachent tout. Je veux dire, c'est vrai que là en ce moment, moi, toutes mes plantes qui ont été plantées autour de chez moi, les ébés et compagnie, en plus, ils sont venus par camion de Pologne. Ils sont originaires du Mexique. C'est sûr que c'est ça un jour qu'il faut arrêter. Ça n'a pas de sens. Et en même temps, le chardon qui est très mellifère, qui fait une belle fleur, le chardon il est magnifique. Tout le monde arrache ça comme une mauvaise herbe, et c'est vrai que mes voisins sont capables d'aller voir la mairie en disant c'est scandaleux, il y a des chardons. Le coquelicot aussi. Ben, coquelicot pareil, dans le bleuet, le coquelicot. Mais c'est voilà, là on a vraiment. Alors, il y a des choses qui avancent. Mais, partout, pas tout le temps. Ah si, juste pour raconter, on parlait tout à l'heure des mini-ligues forêts. J'ai un bon exemple là, à côté de chez moi, il y avait Saint-Herblain, il y a le village Expo, ça s'appelle, il y avait une haie qui avait été plantée de pierre à canta. Et les gens du village Expo à l'époque, c'est vieux, ils avaient planté du pierre à canta parce que c'est mieux que le barbelé. Je sais que les gens. Donc ils ont une haie de pierre à canta qui faisait plusieurs centaines de mètres de long. Alors, ça c'est efficace, hein, le pierre à canta. Non, ce qui fait qu'à un moment donné, les jardiniers ils ont dit oh là là, le pierre à canta on a marre, nous, parce que c'était les jardiniers de la ville qui s'occupaient des pierres à canta. C'est vrai que le pierre à canta c'est une vacherie. Et donc à un moment donné, il y a un dilemme entre l'association des habitants et la ville sur cette aide pierre à canta. Et donc depuis 3 ans, il y a un dilemme là-dessus. Donc plus personne n'y touche, ni l'association, ni la mairie. Mais c'est fabuleux, parce que là, les pierres à canta, ils sont toujours là, mais j'ai compté là récemment plus de 27 essences qui ont poussé à l'abri des pierres à canta, des graines contaminées par des oiseaux, j'ai des ivres, des chênes, des frênes, des érables, j'en ai compté 27. Et là on a une haie naturelle qui se reconstitue au pied des pierres à canta. Puis comme il y a les pierres à canta, personne ne va marcher dessus, même les écoles, même les chiens vont pas faire leur crotte là, mais c'est pas mieux. Et bien là, on a un bon exemple. Là, c'est pas une haie bocagère habituelle, c'est une haie de ville en pierre à canta, mais à terme, si on laisse faire, il y a une régénération naturelle avec une diversité des essences. Et puis là, pour les jardiniers, plutôt que de s'embêter à couper le pierre à canta, le chèvrefeuille pousse, les ronces y poussent, les gens cueillent les murs. Mais là, on a un biotope fabuleux. Et puis il faut couper de temps en temps quelques branches et puis garder une haie. Et donc là je me bagarre, je ne sais pas si je vais gagner, mais ça y est, je commence. J'en ai tellement parlé à tout le monde que ce matin j'ai vu Daniel, un habitant de l'association, il m'a dit, à l'Assemblée Générale, j'ai parlé de tes 27 arbres et tout. Alors, les gens étaient très étonnés parce qu'ils pensaient qu'il y avait des pierres à canta. Peut-être que ça va la mais c'est toutes des petites actions comme ça qu'il faut mener si on veut que le monde change. En fait, c'est la petite goutte d'eau que chacun apporte. C'est l'histoire du colibri. C'est pour ça. Et puis après, les gens, si on leur demande que c'est mieux autrement, pourquoi pas, hein, c'est pas. Hein, la Lusivière, c'est ce que tu essaies de faire. Elle va raconter les plantes des villes, elle va raconter les plantes qui poussent sur les trottoirs. Moi, depuis que je vois qu'il n'y a plus de phytosanitaire, qu'il y a des plantes qui poussent sur les bords de trottoirs, je m'amuse à tous les. On voit des panais sauvages, on voit plein de choses. Donc maintenant, de plus en plus, quand j'accompagne les gens pour parler des arbres, je leur fais baiser le nez pour voir toutes ces plantes qui poussent maintenant. Il y a une sacrée diversité. Tu as des érodiums, des ceci, des cela, enfin tu as plein de plantes qui poussent. Parce qu'on les laisse faire. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière, ou on arrête là et on remercie nos 2 invités là, pour leur remarquable prestation. Merci beaucoup. Merci.
remercier pour votre présence aussi, parce que nous, si on parle dans le vide, votre affaire est foutue. Donc rendez-vous pour ceux qui s'intéressent le 28 avril sur un autre sujet avec Joël Camus sur les extrêmes droites en France.